Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur les différents acteurs de la mondialisation et d'abord nous allons évoquer les États, acteurs essentiels de la mondialisation puisqu'ils ont initié cette mondialisation contemporaine, notamment par une politique de libre-échange qui a supprimé progressivement les entraves à la circulation des biens et des services. Ce processus à l'échelle internationale de libre-échange a été relayé au niveau national par une politique de désengagement de l'État de l'économie, par exemple des privatisations sur de nombreuses activités, le transport, l'énergie, les services bancaires et les assurances par exemple. Cependant, les États ne se désengagent pas seulement de l'économie pour laisser place à la politique ou aux principes libéraux. Ces États et ces gouvernements sont aussi des acteurs de la mondialisation, notamment par leur politique d'aménagement du territoire pour rendre le territoire plus ou moins attractif aux IDE des grandes entreprises, des firmes transnationales, mais aussi par leur législation économique et sociale qui tend à rendre la population active plus attractive pour ses investissements, et enfin par la formation de la main-d'œuvre. Donc on le voit, les États ont à l'échelle internationale comme à l'échelle nationale un rôle et un point important dans la mondialisation. Autre acteur important, les organisations régionales qui ont une taille mondiale et qui ont une influence sur le libre-échange. En effet, elles jouent un rôle majeur. Ces zones régionales comme l'UE, l'ALENA, le Mercosur ou l'ASEAN, puisqu'elles forment des zones d'échange intracommunautaires et elles tissent des liens intercontinentaux entre les différentes organisations régionales. Elles forment en fait des ensembles capables de peser sur les relations commerciales. Et ces organisations sont aux ETAs que la recherche de la masse critique sont aux firmes transnationales, c'est-à-dire chercher toujours à peser plus lourd pour avoir le meilleur rapport et la meilleure capacité à négocier dans des échanges internationaux. Ensuite, les organisations gouvernementales internationales. On l'a vu, elles sont très souvent issues des Nations Unies, le FMI, la Banque mondiale ou l'OMC. Ces organisations internationales gouvernementales prônent le libéralisme, les privatisations et l'ouverture commerciale sans entrave. Il faut se souvenir de l'exemple du rôle du FMI dans la résolution de la crise de la dette souveraine en Grèce et des remèdes et des plans structurels que le FMI avait proposés à la Grèce. Passons maintenant aux acteurs privés et l'acteur central, ce sont les firmes transnationales. Ce sont les moteurs de la mondialisation. Il y a plus de 100 000 firmes transnationales, de 90 000 filiales étrangères. Ces firmes transnationales représentent 1/5 de la production mondiale et 1/5 des échanges mondiaux. Elles emploient environ 80 millions de personnes, et si elles se sont d'abord développées dans les pays du Nord, on peut penser à Nike, McDonald's et bien d'autres, des firmes transnationales du Sud apparaissent et on en a déjà vu comme Embraer pour le Brésil ou Huawei pour la Chine, Lenovo dans le secteur informatique. On peut les diviser en deux types. Il y a les firmes globales comme Nestlé qui sont actives sur toute la planète et maîtrisent l'ensemble du processus industriel. Ce sont des entreprises verticales. Et enfin les firmes en réseau comme Nike qui sous-traitent la production dans les pays à main-d'œuvre bon marché avec tous les abus et toutes les mauvaises pratiques qu'elles peuvent générer. Ces firmes transnationales sont à l'origine des IDE, des investissements directs à l'étranger, et génèrent donc une forme de compétition entre les États pour les attirer, ces IDE. Le choix de ces firmes transnationales se porte sur un pays en fonction des avantages comparatifs. Ce monde des firmes transnationales est secoué à la fois par des fusions d'entreprises, mais aussi par des politiques d'OPA, offres publiques d'achat,
Et enfin, par des alliances à l'échelle planétaire, on peut voir par exemple l'exemple dans l'actualité de Renault-Nissan, Mitsubishi. Un type d'entreprise particulier, ce sont les fonds d'investissement, ce sont des groupes privés gérant des fonds communs de placement, achetant et vendant des actions ou d'autres produits financiers dans le but d'accumuler des dividendes ou des profits financiers, l'objectif étant de spéculer pour, dans certains cas, reverser des retraites, notamment les retraites des Américains. La rentabilité de ces fonds d'investissement est le seul critère de sélection de l'investissement financier, et donc elle recherche toujours la rentabilité la plus forte. Un autre type de firmes transnationales aussi importantes, ce sont ce qu'on appelle des agences d'information, celles qui collectent les informations et qui ensuite les revendent aux grands médias télévisuels ou de l'Internet. On peut citer les sociétés comme Reuters, AFP ou Havas et TASS. Enfin, il nous reste les ONG, les organisations non gouvernementales. On peut citer pour la France Médecins du Monde, Médecins sans frontières ou Action contre la faim. Elles voient leur rôle s'accroître dans les 20 dernières années. Elles jouent un rôle prépondérant durant les crises à l'échelle planétaire. Elles ont essentiellement une approche humanitaire. On peut se souvenir du tsunami dans l'océan Indien ou de tremblements de terre au Pakistan, à la crise du Darfour au Soudan, mais elles interviennent aussi de façon plus permanente avec des aides au développement en créant par exemple des dispensaires, en finançant des écoles ou en développant des infrastructures telles que des puits pour l'irrigation ou pour l'alimentation en eau.